Smith a emménagé dans cette maison en 1778, 2 ans après la publication de La richesse des nations. C'est probablement ici que se trouvait la cheminée, là où Smith a mis un terme dramatique à sa carrière intellectuelle. Il voulait qu'aucun manuscrit non abouti ou incomplet ne lui survive. Selon ses dernières volontés, ses 2 exécuteurs testamentaires devaient brûler ses papiers à sa mort. Mais cela ne lui a pas suffi. Quelques jours avant de mourir, il les convoqua et leur dit « Je veux que vous le fassiez maintenant ». Ils s'assirent devant la cheminée et brûlèrent systématiquement tous les manuscrits qui n'avaient pas été publiés. Ne survécurent que 2 travaux très aboutis. Sa grande théorie sur les sentiments moraux et, plus important, La richesse des nations. La richesse des nations a non seulement survécu à cet autodafé, mais est devenue au cours des siècles une véritable Bible du système du libre marché. De nombreuses notes ont disparu dans l'incendie. Il ne nous reste plus que ce livre et les interprétations de ceux qui s'en sont servis depuis pour promouvoir une vision restrictive de l'économie en tant que science. L'histoire de La richesse des nations en tant que livre est très intéressante. La première édition est luxueuse. On dirait un livre destiné à des spécialistes, des philosophes, des hommes politiques. Mais c'est intéressant de noter que l'édition de 1784, vers la fin de la vie d'Adam Smith, est devenue plus abordable, destinée à un grand tirage. Autrement dit, cet ouvrage, qui visait au départ un public spécialisé, est devenu une sorte de best-seller. Et son succès ne s'est jamais démenti. On n'a jamais cessé de le rééditer. Ce livre est resté un best-seller. Mais comment un livre de spécialistes érudits devient-il un best-seller? Je pense que c'est en partie dû au fait qu'Adam Smith a été à l'économie ce que fut Newton aux sciences naturelles. Comme Newton, il avait découvert un principe moteur. Je crois que Adam Smith a créé le cadre conceptuel de la théorie moderne contemporaine, des individus en interaction sur des marchés. Mais il n'a pas fait de modèle, il n'a pas quantifié. Pour lui, c'était une vision de l'économie marchande. La révolution est arrivée au milieu du XIXe siècle, lorsque les économistes ont pris les outils de la physique newtonienne pour l'appliquer à l'économie. Au point que là, l'illusion a été de trouver l'équivalent des lois physiques pour l'économie. Il est difficile d'imaginer ce qui relie ce fondeur primitif de Calcutta et la richesse des nations. Mais le travail suit ici le premier principe du livre d'Adam Smith. Un principe qui, après sa mort, fut élevé au rang de loi scientifique.
Une des caractéristiques de notre société est le très haut niveau de spécialisation des métiers, qui vont de la tâche la plus complexe, qui exige un haut niveau de compétence, à la tâche la plus simple. Prenons un ouvrier dans une fabrique d'épingles. Peut-être qu'au mieux, il fera une épingle par jour. Mais de la manière dont cette industrie est maintenant conduite, un ouvrier tire le fil, un autre le dresse, un troisième le coupe, un quatrième en pointe. J'ai vu une petite usine de ce type où 10 hommes fabriquaient à eux seuls 12 livres d'épingles par jour. Adam Smith, La richesse des nations. Alors, il en arrive à la conclusion que le progrès économique, est indissociable de la division du travail. Ça n'a rien d'étonnant. La division du travail a été comme l'équivalent d'une loi newtonienne. Après tout, c'est ce qu'on pratique pour presque tous les produits que nous utilisons. De l'iPad jusqu'au simple crayon. Depuis Adam Smith, la division du travail est devenue le pilier de l'économie de marché. To enable millions of people to cooperate peacefully together, we need to understand how it is that a free market works. I know no better way to bring this out than by a very simple example called I the Pencil. This is the only prop I have for this TV show. As you can see, it's a plain yellow pencil. There's nobody in the world who knows how to make a pencil. Now that seems like a silly thing to say, isn't it? This is just the most obvious thing. It's only a piece of wood with something black in the middle and a little red tip at the end. What do you mean nobody knows how to make a pencil? Well, suppose you were to start to set out to make a pencil. First of all, you have to get some wood, don't you? Where do you get the wood? You have to go to the Pacific Northwest, probably, and cut down some trees. How do you cut down some trees? You have to have some saws to cut it with. Where do you get the saws? You have to have some steel. Where do you get the steel? You have to have a steel mill. In order to have the steel mill, you have to get the iron ore, and you can add all the rest. But that's only the beginning. This black stuff in the middle that we call lead isn't lead. It's graphite, I think. I'm not absolutely sure. And I am told it comes from some mines in South America. Now, this little red tip at the top, that's rubber. Where's it come from? Well, the major source of natural rubber is Malaya. But the miracle of this pencil isn't that nobody knows how to make it. The miracle of the pencil is, how did it get made? What is it that has enabled this little elementary transaction to take place? Now, how is that brought about? Is there some commissar sitting in some central office who is sending out orders to these people in Malaya, to these people in South America, to the people in Washington? How is it that they are led to cooperate with one another? These thousands of people who have been led to engage in this simple transaction, not one of them has been forced to do it. Nobody has had a gun to his head. They've all done it. Why? Because each one of them thinks he's better off in this transaction. En fait, le mot liberté joue un rôle énorme dans la diffusion du libéralisme, puisque l'idée intuitive est suivante: pourquoi enlever à quelqu'un le droit de transacter sur un marché? C'est un droit élémentaire, et pourquoi ça serait mauvais? Eh bien, c'est tout simplement que, par exemple, si je suis un pauvre paysan qui négocie par rapport à une grande multinationale, c'est la multinationale qui fait le prix et pas moi. Donc, la premier élément, c'est que je suis libre de transacter sous un effet d'asymétrie du pouvoir qui fait que je n'ai aucun rôle dans la formation du prix. L'usine d'iPad à Shenzhen, en Chine.
une chaîne de montage globale pour des pièces détachées arrivant du monde entier. La fabrique d'épingles d'Adam Smith en version 21e siècle. Environ 250 000 ouvriers y fabriquent près de 10 000 tablettes par jour. Pouvons-nous vraiment considérer qu'ils sont libres ? Ce que nous faisons, c'est du travail à la chaîne. Notre tâche est très mécanique. Il y a des éléments qui défilent et nous, on doit les tester. C'est assez monotone. Foxconn pratique la séparation à un haut degré. Il se peut qu'on soit plusieurs à être originaires de la même région, à travailler dans le même lieu, mais il est hors de question qu'on habite ensemble. En ville, les gens sont vraiment séparés les uns des autres. Comme on dit souvent, l'enfant qui a quitté sa famille est comme un fétu de paille. C'est donc l'enjeu moral qui se trouve au cœur de la richesse des nations. La logique économique de la division du travail contre le coût humain nécessaire à sa mise en œuvre. Adam Smith était-il conscient de ce dilemme ? Adam Smith is very rarely read. He's worshipped, but not read. I mean, everyone who went to college learned the first paragraph of Wealth of Nations. Les améliorations les plus importantes de la productivité du travail, ainsi que l'accroissement de la dextérité, des compétences et des connaissances, semblent bien avoir été les effets de la division du travail. Adam Smith, La richesse des nations. Not very many people got to page, whatever it is, page 400, in which he points out that division of labor is monstrous. Dans les progrès apportés par la division du travail, la plupart des travailleurs se bornent à un très petit nombre d'opérations simples, dont les effets sont peut-être toujours les mêmes, ou presque les mêmes. L'ouvrier n'a alors aucune chance de développer son intelligence. Adam Smith, La richesse des nations. It turns people into creatures as stupid and ignorant as a person can possibly be. It's a person who just becomes a machine. That's a terrible attack on fundamental human rights. And therefore, he says, in any civilized society, the government is going to have to intervene to prevent division of labor. How many people get that far? La révolution industrielle repose sur la construction d'usines équipées en machines-outils et surtout sur un processus de travail. Un travail très différent de celui des artisans qui fabriquaient des meubles, par exemple. La technologie de fabrication dominante était tout à fait différente à l'époque. La machine contrôle le travailleur, et pas l'inverse. C'est le contraire de la production artisanale. L'ouvrier à l'usine a des relations sociales très différentes de celles de l'artisan qui fabrique des meubles, que ce soit avec les autres travailleurs, les outils ou la nature. Pendant des siècles, économistes et politiciens ont ignoré le dilemme moral que Smith avait décelé au cœur de la division du travail. L'intérêt personnel, son deuxième grand principe, a subi un sort semblable. Please welcome the Nobel laureate in economics, Milton Friedman, right?
Let's share with the people at home just one of the statements of Adam Smith that you refer to in your book, which, of course, when I want it, I'm not going to be able to... oh, it's on page 2. All right, thank you. By pursuing his own interest, that is to say, his meaning the person engaged in free enterprise, Adam Smith says, he frequently promotes that of the society more effectively than when he really intends to promote it. Adam Smith considérait l'intérêt personnel comme la force motrice de l'économie. Mais qu'entendait-il vraiment par là? Replongeons-nous dans l'époque où il vivait. Adam Smith est l'enfant de la révolution scientifique et de sa confiance dans le progrès. Prévalait alors l'idée que l'histoire était figée, voire décadente. Économiquement parlant, cette conception de l'histoire figée et décadente était l'opinion dominante. En d'autres termes, il était impossible d'accroître la richesse mondiale. Comme un gâteau que l'on peut découper de toutes les façons possibles, mais qui n'est pas extensible pour autant. Le gain de l'un constitue obligatoirement une perte pour l'autre. L'économie est un jeu à somme nulle. Pour Adam Smith, l'économie est une situation gagnant-gagnant. Chacun peut réaliser un profit. D'un point de vue économique, le progrès signifie qu'il est possible d'augmenter la productivité et accroître les richesses du monde. Donc, l'économie n'est pas un jeu à somme nulle. En conséquence, il ne s'agit pas seulement d'un concept économique, mais aussi d'un système moral, l'un des pivots de la pensée d'Adam Smith, pour qui égoïsme égale altruisme. Mon profit personnel est également bon pour autrui. En fait, il accroît le gâteau que représente la richesse mondiale et permet à d'autres d'en profiter. Du coup, un nanti achètera les biens de quelqu'un d'autre, de sorte que ce dernier s'enrichira à son tour, ou créera une autre entreprise, une autre industrie, qui fera vivre également quelqu'un d'autre. Adam Smith a écrit ce paragraphe célèbre dans La richesse des nations. Je suis en train de le paraphraser, mais c'est parce que les boulangers et les bouchers veulent faire du profit que nous avons à manger. Il a inauguré ce mythe de l'individu égoïste, tourné vers lui-même, comme étant la motivation presque exclusive de l'humanité. Il faut tout de même reconnaître qu'Adam Smith était un peu plus subtil que ses adeptes ne l'ont été. Il avait compris que les êtres humains sont plus complexes que ça, mais son sentiment était qu'on pouvait en faire abstraction. Et qu'en matière d'économie, l'égoïsme était en fait la motivation exclusive. So you know, Adam Smith wrote The Wealth of Nations. Self-interest and greed is good, and the invisible hand and free enterprise and free markets, etc. All that kind of, he's the father of capitalism. But it turns out, there's another Adam Smith. How many people here have read The Theory of Moral Sentiments? And according to Adam Smith, it was his important book. It was his magnum opus. In some ways, that was his magnum opus, and The Wealth of Nations paid the bills. He never imagined capitalism that he wrote about in The Wealth of Nations could actually succeed without the moral underpinnings, the moral, what he called sentiments. We would call them virtues. Without the virtues of a society and virtues of individuals that would actually create the base
of a healthy capitalism. Well, all you could do is look here and see that the wealth of nations and a theory of moral sentiments, Adam Smith 1, Adam Smith 2, have been disconnected. When you see around the globe the maldistribution of wealth, the desperate plight of millions of people in underdeveloped countries, when you see so few haves and so many have-nots, when you see the greed and the concentration of power within, did you ever have a moment of doubt about capitalism? Tell me, is there some society you know that doesn't run on greed? You think Russia doesn't run on greed? You think China doesn't run on greed? What is greed? Of course, none of us are greedy. It's only the other fellow who's greedy. The world runs on individuals pursuing their separate interests. We'll be back in just a moment. Oui, nous sommes tous égoïstes, certains plus, certains moins. Mais nous avons aussi tous d'autres motivations. Nous avons la solidarité, la fidélité et la sympathie. Toutes ces motivations sont réelles. Nous devons construire un système qui prenne en compte la complexité de ces motivations humaines. Parce que si vous commencez à penser que tout le monde est égoïste, que tout le monde n'a d'autre but que de poursuivre son intérêt personnel, alors tout le monde devrait surveiller tout le monde, tout le temps, et le système va forcément s'enrayer. The great achievements of civilization have not come from government bureaus. Einstein didn't construct his theory under order from a bureaucrat. Henry Ford didn't revolutionize the automobile industry that way. L'exemple de Henry Ford nous montre que l'intérêt personnel est un sentiment bien plus complexe, qui ne se réduit pas à l'avidité ou à l'individualisme. En 1914, il a révolutionné l'industrie automobile en doublant volontairement les salaires de ses ouvriers et en réduisant leurs heures de travail de 9 à 8 par jour. En augmentant leur salaire, prétendait-il, il transformerait les ouvriers en consommateurs. Cela stimulerait l'économie et ses ventes de voitures. Il rêvait qu'un jour, chaque ouvrier possède son automobile Ford. Bien que les motivations égoïstes soient importantes, et les bons managers le savent, ils préféreront persuader, rassembler, créer un esprit de corps. Tonight we focus on an apple. Apple the computer, not the fruit. It is Jobs that provides the main inspiration and philosophical direction for Apple. What Apple is it's an environment where we can attract the best and the brightest people to come together and sort of have a common vision about how we can change the world. Voici comment certains managers gèrent l'économie. Mais les économistes ne comprennent pas ça. Et ils persistent à dire que tout le monde est égoïste. Et on est censé faire avec. Ce qui veut dire donner une liberté maximum à tout le monde dans l'espoir que, d'une certaine manière, tout ceci se traduira par un résultat social optimum. Adam Smith avait une vision nuancée de l'intérêt personnel. Cette idée complexe a été galvaudée pour donner 200 ans plus tard un système économique simplement mu par l'avidité. Pourquoi ? Ça commence en séparant Adam Smith I d'Adam Smith II et en faisant de la richesse des nations une théorie scientifique. La doctrine de l'intérêt personnel était l'équivalent pour l'économie de la loi de la gravitation. Elle assurait un équilibre. Si tout le monde était libre de chercher son intérêt personnel sur les marchés, on arriverait à l'équilibre, un équilibre optimum, équivalent à l'équilibre des corps physiques.
libres de se mouvoir. Je crois que l'analogie avec la physique est très juste. Mais ce que les économistes ont négligé, ce sont les relations humaines. La sociologie et la psychologie nous disent que de nombreux comportements semblent ce que des économistes qualifieraient d'irrationnels. Je ne pense pas que ce soit la bonne façon de les définir. C'est tout simplement humain. University of Michigan Television presents an interview with Ayn Rand, noted American novelist, author of The Fountainhead and Atlas Shrugged, and philosopher spokesman for America's New Intellectuals. L'intérêt personnel a été respecté comme une loi physique tout au long du XIXe siècle. Au cours de la première partie du XXe siècle aux États-Unis, c'est même devenu une philosophie morale. I'm challenging the moral code of altruism, the precept that man's moral duty is to live for others, that in fact makes man a sacrificial animal. I say that man is entitled to his own happiness and that he must achieve it himself. Now, what can be more important than happiness? But happiness does not mean simply momentary pleasures or any kind of mindless self-indulgence. Happiness means a profound, guiltless, rational feeling of self-esteem and of pride in one's own achievement. Join me in welcoming Paul Ryan. Au XXIe siècle, on retrouve la philosophie d'Ayn Rand sur l'intérêt personnel au cœur d'une campagne électorale. I grew up reading Ayn Rand, and it taught me quite a bit about who I am and what my value systems are and what my beliefs are. The issue that is under assault, the attack on democratic capitalism, on individualism and freedom in America, is an attack on the moral foundation of America. And Ayn Rand, more than anyone else, did a fantastic job of explaining the morality of capitalism, the morality of individualism. Our rights come from nature and God, not from governments. Ce type d'approche a été très nocif, surtout au cours des 20-30 dernières années. On en est presque venu à glorifier l'égoïsme. On en est venu à croire que toute autre motivation, toute autre émotion, toutes les autres valeurs morales seraient secondaires. Elles seraient juste bonnes pour les gens stupides, pour les êtres inférieurs. Ce système attend des gens qu'ils ne se rendent pas compte du contexte social dans son ensemble. On les encourage à ne s'occuper que de leur propre intérêt. Et nous en subissons maintenant les conséquences. 2 mots ont suffi à transformer le concept d'intérêt personnel selon Adam Smith. Ces 2 mots sont devenus une formule magique, un moteur pour le système économique mondial et le symbole de la richesse des nations. The invisible hand is a phrase that was introduced by Adam Smith in his great book, The Wealth of Nations, in which he talked about the way in which
individuals who intended only to pursue their own interests were led by an invisible hand to promote the public welfare, which was no part of their intention. 60-second adventures in economics. Number 1, the invisible hand. An economy is a tricky thing to control, and governments are always trying to figure out how to do it. Back in 1776, economist Adam Smith shocked everyone by saying that what governments should actually do is just leave people alone to buy and sell freely among themselves. He suggested that if they just leave self-interested traders to compete with one another, markets are guided to positive outcomes as if by an invisible hand. La main invisible est un basique des cours d'économie depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Le paradoxe, c'est que ce seul mot a été dupliqué comme le fondement de l'économie de marché. C'est un succès incroyable. Vous avez des dizaines de milliers de mots dans l'ouvrage de Adam Smith, et c'est la main invisible, c'était une seule fois. Cependant, Adam Smith ne l'avait pas écrit dans ce contexte. Adam Smith was concerned that if there was free movement of capital and free import of goods, he said England will suffer. Because British capitalists will invest abroad and they'll import from abroad, and that'll harm the English economy. And Adam Smith then gave an argument. It was not a very good argument, but his argument was that English investors will prefer to invest in England because of what some called a home bias. They'll have a preference for investing close by, and therefore, as if by an invisible hand, England will be saved from the menace of free capital movement and free import. That's invisible hand. What's that got to do with the Cato Institute or the modern enthusiasm about free capital flow and having U.S. corporations invest in China so they can send stuff back here to sell cheap, exploiting Chinese workers? That's not Adam Smith. La main invisible est apparue comme la façon de lutter définitivement contre la mainmise de l'État sur la vie économique pour mieux se libérer du féodalisme. Vous voyez, le succès instantané. Et de nos jours, on a remobilisé les années 50 pour essayer de tuer l'état du bien-être, la fiscalité progressive, et dire il faut laisser les agents s'auto-organiser. Mais vous voyez, c'est une réinvention d'une tradition. Cette tradition n'a pas joué un rôle actif tout au long du XIXe siècle. C'est une réinvention moderne à des fins d'action sur la politique économique contemporaine. Committee will please come to order. Today is our fourth hearing into the ongoing financial crisis. En 2009, à la suite du krach financier, Alan Greenspan, l'ancien dirigeant de la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale, fut rappelé à Washington pour être entendu en tant que principal promoteur de la dérégulation. Une dérégulation mise en œuvre au nom de la main invisible. Dr. Greenspan, I want to start with you. You have been a staunch advocate for letting markets regulate themselves. And my question for you is simple. Were you wrong? I found a flaw. You found a flaw in the model that defines how the world works, so to speak. In other words, you found that your view of the world, your ideology was not right. It was not working. Precisely. No, that's precisely the reason I was shocked, because I've been going for 40 years or more with very considerable evidence that it was working exceptionally well. À quel modèle faisait-il référence ? Le parcours d'Alan Greenspan a démarré sous la férule d'Enron. Il faisait partie de ses disciples, ardents supporters de la suprématie de la rationalité. It is only since the Industrial Revolution, a birth of a free society, the society of capitalism, that there was a new class of men, which is the free producers of material goods, the businessmen, the industrialists. That is the man who lives by means of reason. That is the man who, in his psychoepistemology, is not guided by his immediate perceptions nor by his emotions, but by logic, by his concepts, by reason.
That is the man whom I call the producer. Lorsque des années plus tard, Alan Greenspan fut nommé par Gerald Ford à la tête de son conseil économique, il rendit hommage à son ancien maître à penser. Trois ans avant le krach financier, Alan Greenspan s'est rendu au village natal d'Adam Smith, Kirkcaldy, pour rendre hommage au grand penseur. Selon Greenspan, il est difficile d'imaginer que la masse actuelle de transactions internationales puisse amener à la relative stabilité économique que nous connaissons si elles ne sont pas conduites par une version internationale de la main invisible de Smith. In recent decades, a vast risk management and pricing system has evolved, combining the best insights of mathematicians and finance experts. The whole intellectual edifice, however, collapsed in the summer of last year. Et ainsi, avec une foi quasiment mystique en la main invisible, des mots pris hors contexte, la structure intellectuelle du marché libre fut créée. Bien sûr, les opinions divergent sur la question de la liberté des marchés. Certains pensent qu'il faut les laisser fonctionner librement. D'autres n'y sont pas favorables et pensent qu'il faut intervenir pour assurer la justice sociale, l'équité, tout ça. Mais la plupart des gens vont en fait accepter l'existence du libre marché. Vous pouvez aimer ou ne pas aimer le marché libre, mais vous le reconnaîtrez quand vous le verrez. Mais voilà le plus grand mythe sur le capitalisme. Parce que, qu'est-ce que vous entendez réellement par marché libre? Prenons l'exemple du travail des enfants. Aujourd'hui, dans tous les pays riches, le travail des enfants est très réglementé. Mais il fut un temps où c'était monnaie courante. En 1720, Daniel Defoe, l'auteur de Robinson Crusoe, a fait l'éloge de certaines régions d'Angleterre où les industries textiles, en offrant des emplois à des enfants à partir de 4 ou 5 ans, leur permettaient de gagner leur vie. Au début du 19e siècle, au Parlement britannique, un groupe de réformateurs sociaux engagea la toute première tentative officielle pour réguler le travail des enfants. À l'époque, de nombreuses voix s'élevaient contre cette disposition, car on pensait que celle-ci tentait de saper les fondations du marché libre, en particulier la liberté de commerce. Alors, il prétendait que ces enfants voulaient travailler et que ces gens voulaient les employer. Où était le problème? Aujourd'hui, beaucoup trouveront cet argument absurde, car il est communément admis que la société doit refuser certaines pratiques au nom de l'intérêt général. Donc, l'exemple du travail des enfants illustre magnifiquement bien que le concept de marché est avant tout une construction politique.
Tous les marchés sont régis par un important cadre réglementaire. Je les compare aux filins auxquels on suspend les maîtres du kung-fu dans les films de Hong Kong. Les marchés sont comme ça. Si vous acceptez les valeurs politiques intrinsèques de certaines réglementations, celles-ci deviendront invisibles comme des filins au cinéma. Souvenons-nous de l'esclavage. Un véritable marché libre sans restriction, dont les seules considérations étaient les pertes et profits. Un marché accepté par tous comme étant la norme. L'un des premiers à identifier les fondements intellectuels de l'esclavage et le danger à séparer la logique économique de la réalité sociale et humaine fut un contemporain d'Adam Smith, ancien esclave et philosophe. C'est ici, à Shama, au Ghana, qu'il est enterré, à l'ombre d'une ancienne geôle d'esclaves. Nous voici réunis devant sa tombe pour rendre gloire à Dieu qui nous a donné ce magnifique philosophe. Anton Wilhelm Amo fut le premier à pointer l'aberration d'une science échafaudée sans tenir compte des réalités humaines du capitalisme. Comme pour tant d'autres, l'histoire d'Amo a basculé à son départ d'Afrique sur un bateau chargé d'esclaves. Parmi les esclaves, parmi ceux qu'on traitait comme des marchandises, certains étaient issus de la noblesse. Certains faisaient preuve de qualité précoce à leur arrivée en Europe. Amo, le jeune esclave noir, fut affranchi et élevé au sein de l'aristocratie. Il poursuivit ses études jusqu'à l'obtention de 2 doctorats, en droit et en philosophie, et plus tard, il enseigna au sein du système universitaire allemand. Amo fut le premier noir africain à faire des études universitaires en Europe. Il a été inscrit ici sous le numéro 488, le 9 juillet 1727. Amo fut amené enfant en Europe par la Compagnie hollandaise des Indes orientales et offert en cadeau à un duc allemand. Ce duc libéral l'affranchit et prit en charge ses études. Ce qui est apparu quand ces marchandises ont commencé à parler, c'est qu'ils ont exprimé les 2 poids 2 mesures du capitalisme moderne et les problèmes dans son processus de rationalisation. Je crois volontiers que les nègres sont naturellement inférieurs aux blancs. Une différence si constamment observée ne peut se fonder que sur une distinction originelle opérée par la nature entre les races humaines. David Hume, le penseur le plus proche d'Adam Smith. Avec Amo, vous avez d'abord la question de la rationalisation anthropologique.
Hamon a écrit sur l'égalité des morts en Europe. Et le simple fait d'écrire là-dessus, l'acte même d'énoncer son point de vue, a cassé l'idée que quelque chose en lui, de par sa race, faisait de lui un outil. René Descartes a décrit la réalité comme étant duel, avec d'une part l'esprit et de l'autre le corps. Hamon, de son côté, a dit que si l'âme était vraiment distincte du corps, elle ne pourrait rien ressentir. Hamon a donc commencé à réfléchir sur ce qui faisait qu'ironiquement, la rationalité et la raison étaient utilisées contre la réalité et la raison. Si l'on se penche sur les arguments d'Adam Smith, on constate qu'il décrivait une sorte de système idéal, mais paradoxalement, un monde sans êtres humains. Les gens ont tendance à vouloir être libres, à avoir des valeurs. Ils ne sont pas si prévisibles. Au XVIIIe siècle, la pensée critique d'un philosophe africain ne pouvait être entendue. Hamon dut fuir l'Europe et mourut ici, à Chama. Alors que la richesse des nations devenait la Bible de l'économie, les livres d'Anton Wilhelm Hamon furent brûlés et son travail presque oublié. Je crois qu'Adam Smith commence à raisonner, comme va le faire l'économie après lui, sur un monde en partie virtuel, en partie déconnecté de tous ces éléments de violence. C'est vrai qu'au cœur de ces thèses, il n'y a pas du tout, évidemment, cette prise en compte de la violence occidentale qui a existé pourtant dans les 3 siècles qui le précèdent. À l'époque de Smith, le capitalisme a révélé son monstrueux visage, avec la traite des Noirs, découlant de l'idée que l'esclave ne vaut rien. La nature du commerce des esclaves, ainsi que le produit de leur travail, s'effectue à travers une vision purement économique. Ne compte que les chiffres, les pertes et profits. Voilà à quoi se résume la valeur des êtres humains. Aujourd'hui, si la traite des Noirs n'existe plus, nous entretenons exactement le même rapport avec les animaux. The footage you're about to see was recorded with a hidden camera at Highline Hatchery in Iowa, the world's largest hatchery for egg-laying breed chicks. Rien dans La richesse des nations ne condamne l'esclavage. Et bien sûr, cela n'a rien à voir avec l'industrie de la viande d'aujourd'hui. Néanmoins, c'est ainsi que la vision du marché d'Adam Smith fut transformée en science coupée de tout ancrage social. These male chicks are killed by being dropped into a grinding machine while still alive. Il n'est question des animaux, de la viande, des œufs et du lait qu'à travers le prisme économique. Les chiffres font loi. Cela se résume à des pertes et profits, actions et intérêts, l'offre et la demande. On oublie qu'on a affaire à des êtres vivants. Here, a worker uses a hot cautery device to painfully burn off the calf's horns, a common dairy industry practice known as disbudding. No anesthesia was used to reduce the calf's pain during this harsh and invasive mutilation. Personne n'y pense. Quand on prend du lait dans le frigo pour le café, on ne se demande pas d'où vient le lait. Il n'est pas question de haine ici. Personne ne déteste les vaches. Les briques de lait sont généralement ornées de vaches rieuses et heureuses. Qui voudrait faire du mal à une vache? On n'y réfléchit tout simplement pas.
C'est la façon dont fonctionne l'économie capitaliste qui est en cause. Le monde inventé par Adam Smith. Un monde où ne comptent que les pertes et profits, l'offre et la demande. Le règne des chiffres d'où l'on a évacué toute considération morale ou religieuse. Smith doutait fortement qu'une science sociale ou qu'une science économique puisse exister. Il est resté très prudent sur la façon de mettre en place le marché libre. Les questions que Smith pensait très difficiles à traiter sur la justice sociale, l'équité et la cohésion du tissu social lui semblaient en fait impossibles à résoudre. Tout au long de l'histoire, nous avons perdu toute cette réflexion sur la dimension politique, sur la dimension éthique du progrès vers une économie de marché. J'ai une grande admiration pour Smith parce qu'il est anticipateur du capitalisme. Smith anticipe le caractère révolutionnaire de la division du travail qui va en proportion de la taille du marché. Et alors moi, j'ai toujours vu Smith comme ayant un siècle d'avance par rapport aux autres théoriciens, alors que tous les successeurs vont avoir quelques siècles, un demi-siècle de retard. Et pour aller jusqu'à la plaisanterie, la théorie néoclassique actuelle a un siècle de retard. Alors comment et pourquoi, dans le processus de conversion de la richesse des nations en réalité économique, les préoccupations éthiques et politiques d'Adam Smith ont-elles disparu? L'avidité a gagné et les sociétés se sont pliées à la logique du marché.